Il est 8h59. Je vais vous inviter à vous installer. J'appelle. Donc Laura est déjà là. Sandrine Bonneton. Marie Romero. Voilà. Elle est où, Sandrine? Et Bénédicte Lavaux-Legendre. Là. Donc il me manque Marie. Voilà. Donc, elle est là. Elle est là, elles sont là toutes les trois. Donc, il est 9h. Je vous remercie de faire silence et j'invite tout de suite au pupitre Laura Tabé, pour la 20e question au sujet des parcours. Bonjour à tous, c'est bon, vous m'entendez? Donc, je me présente, Laura Tabé, donc je suis psychologue clinicienne au SMPR de Nantes. J'interviens sur le centre de détention, l'établissement pénitentiaire pour mineurs, et je coordonne aussi le dispositif Guidado que je vais vous présenter aussi aujourd'hui à partir de la question quelles sont les différentes étapes du parcours du mineur auteur de violences sexuelles et comment articuler les différents parcours de vie, parcours judiciaire et parcours de soins. Je déclare n'avoir aucun lien d'intérêt avec la mission qui m'a été confiée. Je répondrai à cette question à partir de l'analyse de 130 adolescents auteurs de violences sexuelles entre 13 et 18 ans, pris en charge en milieu ouvert dans le dispositif Guidado, dispositif interinstitutionnel entre le CRIAFS, la PJJ, la pédopsychiatrie de secteur du CHU de Nantes et le tribunal pour enfants du département de Loire-Atlantique. Les différentes étapes de parcours du mineur auteur de violences sexuelles. La plupart de ces adolescents n'étaient pas connus de la justice précédemment, sont scolarisés et vivent dans leur famille le plus souvent recomposée. On retrouve dans le fonctionnement familial soit une froideur des liens affectifs ou au contraire un engagement émotionnel excessif, souvent se manifestant par le silence des pères et un attachement adhésif des mères. Beaucoup de victimes sont des quasi-frères et sœurs. La sphère des affects est atteinte et dysfonctionnelle. Concernant la temporalité du passage à l'acte, celui-ci advient dans une phase critique entre 14 et 15 ans, à la croisée entre impasse psychique et impasse pubertaire. Le rapport à la sexualité est complexe, avec des polarités opposées. On observe une inhibition complète ou, au contraire, des conduites à risque. Les familles évoquent de façon quasi systématique des histoires de victimisation multiples, restées à l'état de secret, et on note la présence de symptômes psychotraumatiques. Aujourd'hui, en France, les mineurs représentent la moitié des mis en cause dans les affaires de viol et agressions sexuelles sur mineurs. La majorité des mineurs, auteurs d'infractions à caractère sexuel, soit 7 sur 10, ont vu leur affaire classée sans suite par le parquet comme pour les majeurs. Concernant les étapes du parcours de vie judiciaire, les réponses pénales sont sévères et les mesures coercitives plus fréquentes. Les mineurs mis en cause pour viol et agressions sexuelles sont 3 fois plus nombreux que les majeurs et sont 2 fois plus poursuivis que pour l'ensemble des mineurs délinquants. C'est bon. Du côté des peines, plus d'un mineur sur 2 est condamné à une peine d'emprisonnement, principalement avec sursis total. Les temps de révélation et de traitement judiciaire juxtaposés créent une temporalité particulièrement longue, plus de 5 ans entre faits commis et jugement, contre 2 ans pour l'ensemble des affaires impliquant des mineurs. Un mineur de 14 ans a donc de fortes probabilités d'être jugé en étant majeur. Les étapes du parcours de soins. Les entrées dans le parcours de soins sont multiples. Par l'obligation de soins, où le sens est préparé par l'éducateur PJJ, libre, par le travail de l'intérêt d'une inscription dans le soin par l'éducateur PJJ auprès du jeune et sa famille, par les parents, quand ceux-ci ont reçu une plaquette à destination des familles au commissariat central de Nantes, par une équipe de soins pédopsychiatriques en complément de la prise en charge de secteur. Les demandes sont centralisées par le CRIAFS et étudiées en réunion trimestrielle tripartite. Le parcours de soins du dispositif Guidado est multidimensionnel. L'entrée dans le dispositif Guidado est formalisée par la signature d'un contrat de soins et d'engagement en présence de l'équipe de pédopsychiatrie, l'éducateur référent PJJ, ainsi que le jeune et sa famille. Le jeune bénéficie d'un suivi individuel psychologique médié dans les premiers entretiens par un questionnaire.
Le groupe thérapeutique Entracte a lieu toutes les semaines d'octobre à mai, en fin de journée, pour tenir compte de leur parcours scolaire. En parallèle, les parents s'impliquent dans le processus de soins de leur enfant par le travail du contexte de l'avènement du passage à l'acte et de ses effets dans les liens familiaux. Une des séances se passe en visite à domicile pour faciliter cet engagement. Des temps de bilan clôturent cette période de soins intensifs. Deuxième partie de la question, articulation des différents parcours de vie. Le premier préalable est celui de considérer que le temps de l'enfant ne peut être le temps des contraintes des institutions. Le second préalable est le postulat que l'articulation des parcours et des partenaires est une offre de lien primordiale pour aider le jeune à faire face aux enjeux et à le soutenir à se positionner comme sujet. Cela invite chaque institution à tourner les yeux non pas que par le prisme de leur mission, mais par la prise de conscience d'une responsabilité collective face à un adolescent qui adresse la souffrance de son processus interne par l'expression d'un agir sexuel violent. Il ne s'agit pas de décloisonner les frontières, mais de les utiliser pour qu'un mouvement développemental de transformation du jeune s'opère par le processus de continuité et de liaison qu'offre un tissage partenarial de qualité. C'est proposer de co-construire de petits espaces interstitiels institutionnels portés par la même valeur que l'enfant auteur de violences sexuelles est un enfant à protéger, tout comme la victime. Ce tissage est favorisé par le langage commun des psychologues, socle indispensable pour penser ce qui nous rassemble et peut être complémentaire tout en préservant les frontières de l'intime. Concrètement, sur le 44, la Loire-Atlantique, le tissage partenarial a pris forme par la prise en compte des particularités de ce territoire. Le secteur sanitaire s'est ajusté à la cartographie judiciaire du tribunal de Nantes pour favoriser un travail partenarial de proximité. L'intersectoriel s'arrête au découpage avec le territoire du tribunal de Saint-Nazaire. Puis pour faciliter l'accès aux soins, les jeunes bénéficient de bons de transport pour les zones les plus reculées. Les soins ajustés et spécifiques se doivent d'être accessibles à tous, malgré l'étendue d'un territoire. L'articulation des parcours passe par les espaces de réflexion partagés. Il est indispensable de penser les espaces d'échange et leurs fonctions en lien avec les besoins de ce public. Les réunions annuelles pour articuler les places des institutions, c'est s'accorder sur qui fait quoi. Les réunions trimestrielles pour articuler les situations et les temporalités. Une vigilance particulière est accordée aux temporalités psychiques, judiciaires, éducatives et thérapeutiques. Ce temps permet l'évaluation de la pertinence de l'entrée dans le dispositif Guidado et la continuité de la prise en charge en évitant les ruptures de soins. Les réunions bimensuelles pour réguler les situations, l'analyse des pratiques, permet aux professionnels soignants de ne pas être en prise avec les symptômes du jeune et sa famille. Une fois ces espaces pensés, il a été nécessaire de se poser la question de quels éléments sont transmissibles. Seules des informations qui favorisent la remise en mouvement et le travail de liaison et de continuité sont circulables. Cela a demandé une formation indispensable pour les professionnels qui rencontrent ces jeunes sur les particularités de fonctionnement des adolescents auteurs de violences sexuelles. Aujourd'hui, on peut parler d'une attention et d'une confiance partagée autour de l'accompagnement et l'évolution des jeunes auteurs. Le CRIAFS est garant de ce tissage partenarial de qualité par le filtrage des informations partagées et la transmission de savoir sur la clinique des violences sexuelles. Ces espaces d'échange d'informations permettent de soutenir le jeune à faire face aux enjeux et à se positionner comme sujet en favorisant l'émergence d'une responsabilité éclairée. Le passage à l'acte, ses effets dans la trajectoire de parcours et ses conséquences dans l'ici et maintenant invitent à déplier le jadis et ailleurs par la remise en mouvement qu'il provoque. La souffrance familiale provoquée doit être soutenue, entendue et accompagnée vers une prise de conscience d'une forme de responsabilité partagée quant aux problèmes de violence subis et ou agis qui sont passés par la voie de la transmission inconsciente intergénérationnelle. Je finirai mon propos pour alerter sur l'importance de contrer la tendance générale accordée à la responsabilité individuelle, à la criminalisation de la jeunesse et la confiance croissante dans les interventions punitives. Les dispositifs de soins articulés aux autres institutions et dégagés de la demande de contrôle social se doivent d'être empreints de créativité multidimensionnelle face à la force de destructivité que ces adolescents ont mis en acte. Ils offrent la possibilité d'une transformation, ouvrant un développement infini du champ des possibles, qui sont des voies d'accès à des issues psychiques. Le travail du passage à l'acte concerne toute la famille, son organisation, l'auteur comme la victime.
Les soins initient symboliquement un travail de réparation de liens entre ceux-ci et peuvent aussi aboutir à la reprise de ces liens en respectant le temps psychique de chacun des membres, avec la précaution de ne pas coller aux attentes du judiciaire ou des enjeux familiaux. Merci beaucoup. On a même 1 minute d'avance. Et donc la parole est à la Commission. Merci beaucoup pour ce rapport et cette présentation qui était vraiment très riche. Alors, au niveau de la Commission, on se posait la question à partir de l'expérience du dispositif ado, quels pourraient être les éléments de détection précoce qui pourraient être pertinents pour les enfants qui présentent des comportements sexuels problématiques, quel que soit leur lieu de vie d'ailleurs. Et puis, quels sont les leviers qui permettront de déployer un dispositif tel que celui-ci, y compris pour des enfants qui présentent ces comportements. Sur les CSP ? Oui. D'accord. Merci pour la question. Sur la partie, sur les leviers, si je devais par exemple faire un dispositif pour les CSP, spontanément, j'étais 10 ans au CRIAFS, donc je fais un peu effectivement la formation sur les CSP. J'irai beaucoup travailler avec les équipes éducatives, par exemple. Alors, premier préalable, quand même donner beaucoup plus de moyens quand même à la pédopsie aussi. Alors, peut-être spécifique, fléché, n'importe. Mais là, aujourd'hui, on voit bien que les dispositifs, et notamment le guide ado, est en suspens manque de moyens, lié à des manques de moyens. Donc, ce serait le premier préalable. Les leviers, ce serait d'avoir des fonds, la première chose. La deuxième chose, ce serait d'accentuer beaucoup la formation sur le CSP. Et moi, je ciblerais, à l'époque, je formais à l'UHESP les médecins scolaires en formation. Donc, je ciblerais les médecins scolaires, infirmiers scolaires, psychologues scolaires, mais aussi toutes les équipes éducatives, les directeurs d'établissement, jusqu'aux ATSEM de maternelle, parce que je pense qu'il faut aller regarder très, très tôt. Et plus on regarde tôt, plus on permet à la symptomatologie de ne pas s'installer, de ne pas rester figé aussi. Donc, j'irai au plus tôt et au plus près. Dans mon souvenir, les CSP se manifestent beaucoup dans les lieux collectifs. Donc j'irai travailler beaucoup plus avec l'éducation nationale, avec ces partenaires-là aussi. En matière de soins, il y avait une question sur le soin aussi. Je pense qu'il faudrait aussi adapter les outils, le repérage. Eh ben, je pense que si on fait une qualité de formation auprès des équipes éducatives et un travail de proximité CRIAFS avec les équipes éducatives, je pense qu'on a beaucoup de remontées de situation. Aussi, probablement en travaillant beaucoup avec la CRIP, je dirais, pour les informations préoccupantes, pour être au plus près, au plus précoce. Donc j'irais faire ce tissage partenariat-là plutôt avec ces personnes-là, la CRIP, l'éducation nationale. Merci. Je ne sais pas si je réponds à l'entièreté de la question. Merci. Alors, la parole à la salle maintenant. Bonjour, Benjamin Seyus, Institut français de justice restaurative. Vous avez évoqué, alors il a été plusieurs fois évoqué la justice restaurative hier, vous évoquez aussi les complémentarités entre les parcours judiciaires et de soins. Nous, on a plusieurs fois remarqué la complémentarité effectivement qu'il pouvait y avoir entre la justice restaurative, les parcours de soins, les parcours judiciaires. Est-ce que vous en avez connaissance et de la manière dont ça pourrait justement s'intégrer, puisque vous ne l'avez pas évoqué dans votre présentation, ou si vous n'en avez pas connaissance, ce qui en soit déjà révélateur de la place qu'on peut accorder aujourd'hui à la justice restaurative, comment est-ce que vous verriez les choses, comment est-ce que ça pourrait s'articuler dans cet espace? Je sais qu'à Nantes, il y avait des programmes, il y avait un programme qui était plutôt de destination des majeurs qui a été arrêté faute de moyens, qui n'a pas impliqué c'était pas sur les violences sexuelles, c'était sur les violences intrafamiliales, les violences conjugales, mais qui n'impliquait pas de mineurs. Mais donc, voilà. Comment est-ce que vous voyez les choses sur la manière dont on pourrait articuler tout ça? Ouais. Alors, avant que la justice restaurative n'advienne, en créant le dispositif Guide ado, on a toujours eu le souci des victimes.
culturellement, en 2010, ça n'allait pas de soi. Pas pour tout le monde en tout cas. Il y avait des petites choses qui faisaient victime-auteur, mais on n'était pas si à l'aise en 2010, on ne va pas se mentir. Mais on a toujours eu le souci de victime. Parce que très concrètement, à l'époque à Nantes, les jeunes auteurs étaient maintenus dans leur famille avec les victimes. Et que ça nous embêtait beaucoup de prendre en soin et de s'apercevoir que souvent les victimes elles-mêmes ne bénéficiaient pas de soins. À côté, et de se dire quelle est notre part de responsabilité aussi dans le fait d'accueillir ces victimes. Et puis en fait, on a manqué de moyens. Mais c'était aussi ça l'idée qui nous a traversé tout le temps, et je pense que c'est la plus grosse frustration qu'on a eue dans ce dispositif. C'était de ne pas poursuivre au-delà. Alors je crois qu'on appelle ça plutôt de la médiation restaurative. Je pense que dans les soins, moi je travaille en prison, donc ce sont des choses avec lesquelles on est plutôt à l'aise. Je pense qu'aussi la protection de l'enfance aussi, c'est une pratique. Voilà, c'est juste un terme un peu plus nouveau aujourd'hui, mais voilà, effectivement, il est arrivé des fois que les parents très en difficulté financièrement ne pouvaient pas faire garder les victimes, et en fait que les victimes arrivent avec l'auteur, donc ils auraient été reçus et adaptés. Et nous, on avait l'idée de penser le dispositif plus loin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'était assuré que l'auteur avait fait les soins, de s'assurer de voir s'il n'y avait pas une équipe qui avait pris en charge aussi la victime, parce que je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une vigilance très particulière sur les victimes et qu'elles bénéficient de soins. Parce qu'on voit quand même la puissance des enjeux familiaux. On voit la puissance des familles à vouloir recréer une homéostasie très très vite après les faits, quitte à annuler. Et je pense qu'il ne faut pas se précipiter, et je pense qu'on peut vite se faire avoir quand même. On le voit beaucoup dans la clinique des adultes aussi, comment les familles se réorganisent, et je pense qu'il vaut mieux les accompagner. Voilà. Et donc on avait dans cette idée, dans notre idéal, c'était de poursuivre à un moment donné avec une équipe de soins qui prendrait plutôt en charge les victimes, et de réfléchir au bon moment, au bon timing, et pas coller aux des attentes, par exemple, du judiciaire qui va décider que fin de mesure, il faut absolument mettre en place, une mesure de justice restaurative ou autre, mais d'être vraiment dans leur temporalité psychique, et de proposer des entretiens à toute la famille où on remet tout le monde ensemble, voilà, et on le pense ensemble. Voilà, ça c'était notre idéal. Donc voilà, je vous dis ça. Oui, d'autant plus qu'il y a des dispositifs qui permettent de mobiliser justement tout l'entourage familial autour de... Je le maintiendrai sur la même forme que le guide ado, c'est-à-dire fait par les professionnels soignants, formés, entourés et portés par les équipes éducatives. Donc peut-être PJJ, et puis ça peut être aussi PJJ ce qui fait du civil aussi, ou protection de l'enfance, n'importe. Mais en tout cas, par les professionnels qui sont autour, éducatifs et justice, pour permettre cette arrivée-là, mais sur la décision de la temporalité, qu'elle doit être prise par les soignants et en réflexion avec les CRIAFS, puisque ce sont la fois avoir quelqu'un de garant d'extérieur au niveau éthique et déontologique, et aussi des fois pour dire non, là c'est pas possible, d'avoir cette écoute extérieure, pas pris dans les familles et pas des fois coincé dans les symptômes. En fait, c'est quand même un garant important. Merci. Voilà. Une autre question. Là-bas. Bonjour, Armelle Aquet, pédiatre UAPED de Montpellier. Je vous remercie pour votre présentation. Et comme on parle de parcours, comme hier on a parlé aussi du parcours judiciaire, vous reparlez de la CRIP. Moi j'avais une question un petit peu globale sur la finalité de ce travail, et puis concernant la modalité d'entrée dans les parcours, notamment judiciaires, puisque qui dit entrer dans un parcours judiciaire dit éventuellement signalement, plainte, en tout cas saisine de la justice. Vous parlez aussi des CRIP, et du coup, c'est quid? Est-ce que dans ce référentiel, est-ce qu'il va y avoir est-ce qu'il a été pensé des référentiels pour les professionnels concernant les indications, des informations préoccupantes, des signalements, des orientations à la justice? Parce qu'on l'a bien dit, moins de 13 ans, ils ne sont pas pénalement responsables, mais on peut quand même donner des réponses sur le plan judiciaire en termes d'assistance éducative. Et du coup, ça, c'est des enjeux quand même du quotidien, de savoir ce qu'on répond aux professionnels concernant cette idée de protéger ses enfants et de les mettre dans un circuit de protection de l'enfance. Oui, alors, pour moi, effectivement, c'est... une catégorie. C'est vraiment un autre public, les CSP en dessous de 12 ans. Je pense qu'il y a des modalités de traitement et de fonctionnement qui doivent être complètement différentes
effectivement, en n'étant pas du tout dans la justice, dans le pénal, mais vraiment en étant au cœur de la protection de l'enfance et en ayant l'attention de ne surtout pas figer ces symptômes. Alors c'est très très bien qu'on ait beaucoup plus connaissance des comportements sexuels problématiques, mais le pendant, c'est aussi qu'on fixe en fait, et on peut aussi aggraver en fait la lecture sur des choses qui peuvent être que transitoires si elles sont prises très très tôt et accompagnées très vite en étant dédramatisées. Donc je ne suis pas spécialiste des CSP, la question là-dessus, mais oui, je penserais vraiment sur de l'éducatif et du soin. Vraiment, j'irais sur ce champ-là avec des partenaires comme l'UAED. L'UAED, c'était UAPED qu'on appelle maintenant aujourd'hui, mais à l'époque, UAED, on travaillait aussi beaucoup avec eux. Ils participaient avec nous aux formations. Sur les réunions annuelles aussi, on leur proposait toujours de venir. Ce n'était pas le partenaire principal, mais on travaillait aussi beaucoup avec eux parce qu'on avait aussi toujours ce souci-là de traitement des plus jeunes aussi. Mais c'est pas simple. C'est une question, je pense, à part entière, les CSP. Merci beaucoup. 9h20, nous écoutons à présent Sandrine Bonneton.